L'univers est aujourd'hui connu, mais pas son origine exacte. Au moment du Big Bang, l'univers avait une dimension nulle et une température extrême. En se dilatant, il a commencé à se refroidir. Après 100 secondes seulement, la température serait descendue à 1 milliard de degrés, tandis que sous l'effet de l'interaction nucléaire forte, apparaissaient les premiers noyaux atomiques deutérium puis d'hélium. Ensuite, il est probable que l'expansion de l'univers ait été suffisamment ralentie pour subir l'attraction gravitationnelle. Et certaines zones ont non seulement stoppé leur expansion, mais se sont également contractées pour finalement se mettre en orbite autour de leur centre, les galaxies. Les nuages d'hydrogène se sont fragmentés, provoquant une augmentation importante de la température et la transformation de l'hydrogène en hélium ou en éléments plus lourds, comme le carbone ou l'oxygène, à la base de planètes comme la Terre. Celle-ci, à ses débuts, était probablement très chaude et sans atmosphère. L'évolution a donc commencé dans les océans par la combinaison d'atomes en diverses macromolécules. Les premiers organismes ont rejeté de l'oxygène, ce qui a modifié l'atmosphère, permettant ainsi le développement de formes de vie plus complexes, comme les poissons, les reptiles, puis les mammifères. Le fonctionnement de l'univers répond aux théories scientifiques que l'on connaît aujourd'hui. Mais certaines questions restent encore en suspens. Pourquoi l'univers est-il aussi uniforme à grande échelle? Et comment se sont créées ces zones à qui une échelle moindre paraissent irrégulières? Si l'univers est infini, il existe par définition d'autres planètes et d'autres systèmes comme les nôtres. Pourtant, certains scientifiques considèrent que notre région de l'univers est la seule propice à l'apparition de la Terre et de l'homme. Dans ce cas, on n'est plus très loin de l'anthropomorphisme. L'univers existe parce que nous existons. Alan Guth, chercheur au MIT du Massachusetts, Stephen Hawking, les Américains Paul Steinhardt et Andreas Albrecht, ou encore le Russe Andrei Linde, ont tous travaillé sur un modèle d'un univers inflationnaire. Selon ce modèle, l'expansion de l'univers a été croissante. Ce modèle explique comment l'énergie et la matière ont pu se répartir juste après le Big Bang, pendant la phase d'inflation. Ce modèle tente d'expliquer comment la zone de l'univers que nous occupons a pu se former. Chapitre 9. Les différentes notions de temps convergent dans le sens de l'expansion de l'univers. Si jusqu'au début du XXe siècle, on considérait le temps comme absolu, la théorie de la relativité a démontré qu'il dépendait de l'observateur qui le mesure. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est la courbure de l'espace-temps qui crée la gravitation. Or, l'espace-temps peut être conçu de 3 manières. Toutes ne sont que des hypothèses. Soit on le considère comme infini et immuable, dans ce cas, le temps serait également infini, sans début, sans fin. Soit, il a un commencement qui correspondrait à la singularité du Big Bang. La troisième possibilité serait que l'espace-temps soit fini et en expansion, sans pour autant avoir de bord ou de frontières. Il faut imaginer la surface de la Terre. Elle pourrait être en expansion et grossir, et en même temps être infinie. Elle n'a pas de bord. Dans ce cas, on se déplacerait dans le temps en même temps qu'on se déplacerait dans l'espace. Les lois de la physique quantique ne tiennent pas compte des notions de passé et du futur. En revanche, on sait, grâce au second principe de la thermodynamique vu plus haut, que le désordre va toujours croissant et que tout phénomène physique est irréversible. C'est pour cette raison qu'on ne verra jamais une tasse brisée se recoller spontanément. Ce principe est considéré comme un indicateur du temps qui passe, on l'appelle une flèche du temps. Il existe 2 autres flèches du temps qui permettent de rendre compte du passé, du présent et de l'avenir. La flèche psychologique est difficile à définir, car on ne connaît pas le fonctionnement exact du cerveau humain, mais on peut l'envisager à partir de la mémoire présente dans les ordinateurs. Lorsqu'on achète un ordinateur, sa mémoire est dans un état originel désordonné. Mais lorsqu'on y inscrit des données, celle-ci va peu à peu s'ordonner. Or, pour ce faire, l'ordinateur va dépenser de l'énergie, qui sera dissipée par son ventilateur, et ainsi le désordre de l'univers s'en trouvera augmenté. La flèche psychologique pointe donc dans le même sens que la flèche thermodynamique. La troisième est la flèche cosmologique. On sait qu'un univers lisse et ordonné à ses débuts a connu une grande expansion. Au cours de celle-ci, des galaxies, des planètes et d'autres corps complexes se sont formés dans des régions à forte densité de matière.
Ces corps augmentent le désordre de l'univers et vont donc également dans le sens de la flèche thermodynamique et de la flèche psychologique. S'il n'y a pas de notion de passé ou de futur dans les lois de la physique quantique, ces trois flèches, Hawking envisage qu'il puisse en exister d'autres, donnent une direction au temps. Chapitre 10. L'unification des lois de la physique est désormais à portée de main. Nous avons vu au début que la théorie de la relativité générale et les lois de la physique quantique ne fonctionnent pas ensemble. Einstein a occupé ces dernières années à essayer d'unifier ces deux pans de la physique en vain. En 1984, les théories dites des cordes se sont proposées de le faire. Dans les théories des cordes, les objets de base ne sont plus les particules, mais des cordes qui peuvent avoir un début, une fin ou être fermées, et donc former une boucle. Au sein de cette théorie, on ne pense donc plus en termes de particules, mais en termes d'ondes voyageant le long des cordes. Les interactions fortes entre les particules correspondraient en fait au croisement ou à la jonction de deux cordes. Ces théories impliquent cependant, pour qu'elles fonctionnent, que l'espace-temps comprenne 10 ou 26 dimensions. Soit bien plus que les 4 dimensions que l'on connaît actuellement. Les physiciens ont alors envisagé de nouvelles dimensions extrêmement petites et donc imperceptibles. Imaginons que les 3 dimensions que nous connaissons forment la surface d'une balle en mousse, la 4e étant le temps. De loin, cette balle paraît lisse, mais si on l'observe de très près, on peut voir des aspérités à sa surface qui peuvent être considérées comme des dimensions supplémentaires. Alors, ces théories des cordes seraient-elles le Saint Graal? Cette unification tant recherchée des lois de l'univers? Peut-être. Hawking évoque 3 possibilités. Il n'existe aucune théorie unifiée de l'univers. Dans ce cas, tous les événements arrivent de manière arbitraire. Aujourd'hui, on sait que cette possibilité n'est pas valable. Il n'existe pas une théorie unifiée de l'univers, mais seulement une suite de théories qui se juxtaposent. Cette vision est conforme à notre expérience actuelle de la physique, mais chacune de ces théories évolue à mesure de nouvelles observations. La physique peut être unifiée, et dans ce cas, il faudra que l'homme soit intelligent pour y parvenir. Les théories des cordes ne peuvent pas être observées directement, même avec les accélérateurs de particules, mais des modèles mathématiques combinés avec des observations qui les confirmeraient pourraient constituer une preuve de sa véracité. Conclusion. Notre besoin de comprendre l'univers n'est pas un travers de la société moderne. Dès l'Antiquité, l'homme a construit des théories, plus ou moins fantasques, pour expliquer certains phénomènes qu'il a d'abord attribués à des esprits présents dans les arbres, dans l'eau, dans l'air, avant de s'apercevoir qu'ils étaient en fait assez prévisibles. Le rôle de Dieu a été réduit à celui de créateur de l'univers. Le principe d'incertitude de la mécanique quantique vient expliquer les quelques bizarreries du comportement des particules. Finalement, le chemin du scientifique qui tente de décrire le comment s'est séparé de celui du philosophe et du théologien qui tente de savoir pourquoi l'univers a été créé. Il faudra encore beaucoup de temps pour que ces chemins se rejoignent aux portes d'une théorie unifiée qui donnera enfin un sens à l'existence humaine. Ce qu'il faut retenir de ce cube. Depuis l'Antiquité, la connaissance de l'univers est une volonté fondamentale de l'homme. La découverte du principe de relativité restreint notre champ d'observation au passé. Notre univers est en constante expansion, ce qui nous éloigne au fur et à mesure des autres galaxies. La mécanique quantique a introduit le principe d'incertitude. La découverte de particules élémentaires ouvre la voie à une théorie de l'unification des forces de l'univers. Les trous noirs sont prédits par des modèles mathématiques mais n'ont jamais été observés. Les trous noirs émettent des rayonnements qui permettront à l'avenir de les détecter. L'évolution de l'univers est aujourd'hui connue mais pas son origine exacte. Les différentes notions de temps convergent dans le sens de l'expansion de l'univers. L'unification des lois de la physique est désormais à portée de main. Le monde change, #avec ce cube. Ce livre a bouleversé son temps et modifié la perception que l'on avait du monde. Il a inspiré des personnalités et créé des controverses. Une brève histoire du temps est le livre de vulgarisation scientifique le plus vendu au monde, avec 10 millions d'exemplaires vendus en 20 ans et des traductions dans plus de 30 langues. Il a propulsé Stephen Hawking au rang de superstar de la science et de la pop culture,
avec notamment des apparitions dans Les Simpsons ou Big Bang Theory. Théorie des supercordes. Où en est la recherche? L'œuvre remonte à 1988. Elle contient donc des informations datées. Ainsi, des trous noirs ont pu être observés depuis. Néanmoins, ils continuent de fasciner le public. Une brève histoire du temps s'inscrit dans le contexte de la théorie des supercordes. Après plus de 40 ans de recherche, la confirmation de cette théorie est encore attendue. Le LHC du CERN, situé à la frontière franco-suisse, devait permettre de prouver par la pratique ce qu'ont théorisé les cordistes. Ils espéraient notamment pouvoir obtenir la confirmation de l'existence d'une supersymétrie des particules. Sans résultat pour le moment. Controverse et nouvelles théories. Au milieu des années 2000, un groupe de physiciens s'est élevé contre la mainmise de la théorie des cordes sur la physique. Ils dénonçaient son omniprésence au sein des unités de recherche et dans les médias. Des théories alternatives, a priori plus simples et plus facilement démontrables par la pratique, ont émergé. L'une des plus abouties est celle de la gravitation quantique à boucle. Ses représentants sont le français Aurélien Barraud et surtout l'italien Carlo Rovelli, auteur d'essais à succès, notamment 7 brèves leçons de physique. De nombreux autres chercheurs à travers le monde livrent un travail acharné sur cette théorie. Et vous, êtes-vous plutôt cordiste ou boucliste? Partagez votre vision de l'univers, #AvecSeCube. Quelques cubes pour aller plus loin. Mon Odyssée dans l'espace de Scott Kelly, Mes inventions de Nikola Tesla, Le boson manquant de Sean Carroll, Our Final Invention de James Barratt, La structure des révolutions scientifiques de Thomas S. Kuhn.